Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle édition de votre podcast Z sur 7. Ce lundi 23 septembre, nous parlons immobilier avec la réforme des droits d'enregistrement en Wallonie. Bienvenue dans l'info à ne pas manquer. Pour saisir tous les détails de cette réforme, Baptiste Lambert, journaliste au Trends Tendance, reçoit Jean Martrois, notaire à Forêt. S'il y a moyen de réduire ces frais, c'est-à-dire que vous devez attendre moins longtemps pour économiser, ça permet aux gens d'accéder au plus vite à leur logement. Alors, à qui va bénéficier cette réduction des droits d'enregistrement ? Les acheteurs seront-ils gagnants ? Doivent-ils se précipiter dès maintenant ? Est-il vrai que cette réforme bénéficie surtout aux gros portefeuilles ? Jean Martrois apporte des éléments de réponse. L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Aujourd'hui, lorsque vous voulez acheter votre habitation, vous payez un taux de 12,5% de droits d'enregistrement. Et le gouvernement wallon actuel a pour objectif de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent accéder au plus vite à un toit, et particulièrement les jeunes, et a décidé de réduire ce taux à 3%. Mais pour bénéficier de ce taux de 3%, il faut que l'appartement ou la maison soit destiné à l'habitation, et on ne peut pas faire ça pour investissement. Ça veut dire que soit vous n'êtes pas encore propriétaire et vous pouvez en bénéficier, soit vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison et vous envisagez de le revendre en déant les 3 ans, et à ce moment-là, lors de votre nouvel achat, vous pouvez également bénéficier du taux de 3%. Oui, c'est ça. Alors, pour les finances publiques de la région wallonne, ça représente quand même un coût évalué à 470 millions d'euros. Alors, pour compenser, le gouvernement a retiré l'abattement fiscal, l'échec habitat et le taux réduit. Donc, au final, est-ce que c'est un calcul gagnant pour l'acheteur ? Alors, il ne faut pas évidemment faire du cas par cas. Je dis, l'objectif du gouvernement était de faire en sorte qu'on puisse accéder à l'habitation au plus vite. Il y a, comme vous l'avez dit, 3 régimes actuellement qui peuvent se cumuler. Soit l'abattement des droits d'enregistrement, donc vous ne payez pas de taxes sur un montant de 40 000 euros, ça veut dire un gain de 5 000 euros que vous avez directement, qu'on déduit de votre décompte. Soit pour certains biens dont le revenu cadastral était faible, donc inférieur à 745 euros, vous pouvez bénéficier d'un taux pour une partie du prix en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez à 6%, mais donc c'est déjà pas accessible à tout le monde. Et il y avait le système de chèque habitat qui est en fait une forme de crédit d'impôt où c'est une somme d'argent qui était versée par le gouvernement sur votre compte en fonction de vos revenus et de vos charges. Ça, ils ont décidé de le supprimer et d'avoir un système qui est fixe et à ce taux de 3%. Maintenant, dans certains cas, sur du long terme, parce que le principe du chèque habitat, ça dure sur 20 ans, oui. Il est peut-être plus intéressant pour le citoyen wallon. Maintenant, pour d'autres, et probablement la grande majorité des cas, ce taux est plus intéressant parce que c'est sur du court terme. L'objectif est d'éviter de devoir débourser des fonds et de faire en sorte qu'on puisse acheter au plus vite. Nous savons malheureusement que les banques, dans la majorité des cas, ne vous prêtent que 80%. Ça veut dire que vous devez économiser au moins 20% votre prix d'achat en plus de tous les frais. S'il y a moyen de réduire ces frais, c'est-à-dire que vous devez attendre moins longtemps pour économiser, ça permet aux gens d'accéder au plus vite à leur logement. Oui, c'est ça, exactement. Alors, la date de l'acte qui compte, c'est ce que le ministre a dit. 4 mois, donc potentiellement, les acheteurs pourraient se positionner dès maintenant. Mais est-ce qu'il faut être vigilant par rapport à ça ? En tant que notaire, on veut toujours assurer la sécurité juridique et donner des informations claires et précises aux clients. Vous le savez comme moi, tant qu'un texte n'est pas voté, il n'est pas d'application. Le ministre-président wallon a promis qu'il ferait tout le nécessaire pour que cette réforme puisse rentrer en vigueur au 1er janvier 2025, et ce pour tous les actes authentiques signés après cette date. Ça veut dire que si vous signez votre compromis de vente demain, nous sommes en septembre 2025, eh bien vous pouvez bénéficier si l'acte se signe après le 1er janvier. Donc c'est effectivement une bonne nouvelle, mais aujourd'hui d'un point de vue strictement juridique, on n'a aucun texte qui nous permet de le faire. Aucune garantie, quoi. Exactement. Et il peut se passer beaucoup de choses en politique. Oui, maintenant j'espère que le gouvernement va tenir ses engagements. C'est quand même une
réformes qu'ils ont prises très vite. Ils ont été mis en place au mois de juillet, c'est-à-dire qu'après moins de 2 mois, ils ont mis ça en avant pour aider le citoyen wallon à accéder au plus vite à son logement. Alors peut-être revenir, il y a une critique de l'opposition qui dit que cette réduction profiterait surtout aux gros portefeuilles. On en revient à la question un peu avant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça dépend des cas ? Comment est-ce que vous analysez ça ? Je crois qu'il ne faut pas faire du cas par cas. Vous pouvez prendre la situation d'une personne avec des revenus qui sont peut-être plus faibles et qui, sur du long terme, si elle peut bénéficier des chèques habitat pendant 20 ans, va se dire au bout des 20 années, effectivement, j'ai gagné des sous. D'autres vont dire, oui, mais nous avons besoin de plus grands, nous avons peut-être des revenus un peu plus élevés et nous ne pouvons pas bénéficier de ces chèques habitat. Par contre, on doit avancer beaucoup de fonds et dans ce cas-là, la réforme va lui bénéficier. Alors, il faut savoir que, statistiquement parlant, après 7 ou 8 années, les gens déménagent et revendent leurs biens. Ce qui veut dire que potentiellement, ils ne pourront pas bénéficier à 100% des chèques habitat. Ouais. La question aussi, est-ce que ces chèques habitat seront encore finançables pendant toutes ces années-là ? Donc, la question est de savoir, est-ce que vous préférez avoir la sécurité de payer moins maintenant ou potentiellement recevoir un chèque habitat et donc un crédit d'impôt plus tard ? Alors, c'est sûr qu'une réforme ne s'applique pas pour 100% de la population, mais on doit essayer de remplir un objectif, et ça c'est une question politique, et faire en sorte qu'un maximum de la population puisse en profiter. Je crois qu'à ce niveau-là, l'objectif est atteint. D'accord. Et alors, qui dit baisse des droits d'enregistrement, dit peut-être évolution du marché de l'immobilier. Est-ce que ça pourrait finalement avoir une influence sur les prix ? Et donc, ce qu'on gagne d'un côté avec la baisse des droits d'enregistrement, on le perd au niveau du prix immobilier qui viendrait à augmenter. Comme je dis à mes clients, je n'ai pas de boule de cristal. On l'a vu avec le Covid, il y a eu un mouvement auquel personne ne s'attendait et il y a eu effectivement une augmentation des prix. Aujourd'hui, il est très compliqué de déterminer la valeur d'un appartement immobilier. Je trouve que les prix deviennent de plus en plus subjectifs. Vous trouvez la maison de vos rêves à côté de l'école de vos enfants, à côté de votre travail, à côté d'une gare, des transports en commun, eh bien les gens sont prêts à mettre un prix plus élevé qu'une estimation. Donc les prix deviennent de plus en plus subjectifs. Il faut savoir que l'immobilier, c'est le principe de l'offre et la demande. Donc je crois qu'il est impossible de dire aujourd'hui avec certitude que les prix vont augmenter. D'accord. Vous pouvez me dire, nous avons une référence. La région voisine, à savoir la région wallonne, eh bien la région flamande a fait cette réforme. Et on applique déjà ce taux de 3% depuis quelques petites années. Quelle a été l'évolution là justement ? Alors, on voit peut-être une très légère augmentation. Mais est-ce que c'est dû à cette réforme ? On n'en sait rien. Maintenant, c'est sûr qu'à l'époque, vous étiez entre 2 communes ou même au sein de la même rue. À gauche, vous achetiez en région wallonne, vous aviez 12,5% de taxes à payer. De l'autre côté du trottoir, vous n'aviez que 3% en région flamande. Et là, c'est une réalité. Les gens faisaient le choix en conséquence parce qu'ils ne devaient pas avancer l'ensemble de ces fonds. Mais aujourd'hui, si les 2 régions proposent le même taux, à savoir 3%, est-ce que ça ne va pas finalement se lisser et donc ne pas avoir d'effets néfastes comme l'augmentation ? Je n'en sais rien, l'avenir nous le dira. Oui, tout à fait. Alors, il nous reste quelques minutes. On peut aborder aussi un sujet qui est encore un peu plus hypothétique puisque ça sera en 2028 que c'est annoncé. Je veux parler des droits de succession, des droits de succession et des droits de donation, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et peut-être l'influence de l'un sur l'autre, voilà. Actuellement, les droits de succession sont très élevés et particulièrement quand vous n'êtes pas en ligne directe. Et donc, évidemment, ça poussait les gens à faire en sorte de payer moins de taxes et il n'y a pas 36 solutions, on passait par un système de donation. D'accord. Vous avez des systèmes qui sont différents en matière de donation mobilière, c'est-à-dire d'une somme d'argent ou autre, ou des donations immobilières. Et on voyait souvent les gens venir dans les études en disant « Comment est-ce que je peux faire pour transmettre à mon neveu ou à mon ami pour payer moins de taxes ?» Et on n'avait pas d'autre choix, par exemple au niveau immobilier, de passer par ce niveau-là. La réforme, même si elle ne pourrait rentrer en vigueur qu'en 2028, en tout cas va dans un sens positif parce qu'il voudrait réduire la plupart des tranches de 50%. Ça veut dire en région wallonne que même si vous n'avez pas de lien de parenté avec le défunt, vous n'arriverez plus à 80%, ce qui est quand même énorme, mais à 40%. Et dans les autres grilles tarifaires, eh bien, ils vont diminuer aussi. Donc, c'est en tout cas que positif. C'est pour
encourager les gens à faire les choses de manière officielle et faire en sorte qu'on puisse planifier correctement. Maintenant, il faut toujours analyser la situation et je pousserai toujours les gens à aller pousser la porte de leur étude de notaire préféré pour qu'on fasse leurs calculs. Il ne faut jamais analyser la situation point par point. Il faut analyser la situation de manière globale. Et je vais même pousser plus loin. On vous dit bien qu'à partir d'une 50aine d'années, c'est bon d'aller faire un check-up chez un médecin. C'est exactement la même chose avec votre situation personnelle. Est-ce que ce que j'ai prévu dans mon testament ou même dans mon contrat de mariage, est-ce que c'est la meilleure chose? Ce que j'ai prévu il y a 5 ou 10 ans, c'était la meilleure chose. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Allez chez votre notaire, posez la question, ça ne vous coûte rien. Soit vous dites, ce que j'ai prévu il y a 10 ans, ça me correspond toujours, on ne change rien. Soit il y a moyen de faire mieux, ou votre volonté a changé, et alors on l'adaptera. Mais c'est ça, mais donc les cas où la ligne de parenté est éloignée, n'est pas directe, c'est des cas que vous rencontrez quand même souvent. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit du politique de vouloir régler ce genre de problème, quoi. Non, cette situation, comme vous dites, est fréquente, et il y a un côté un peu frustrant, je me mets à la place du contribuable wallon, de dire, je n'ai pas d'enfant, je veux transmettre ça à ma filleule, qui est peut-être ma fille de cœur, mais avec qui juridiquement je n'ai aucun lien de parenté, et elle doit payer vite 80% de droits de succession, ce qui est énorme. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on va faire en sorte que les gens puissent se protéger, parce qu'ils ne seront pas obligés de donner, parce qu'une fois qu'on a donné, on n'est plus seul maître à bord, mais en tout cas, on va diminuer largement le montant des droits de succession. Donc je crois que la réflexion va dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Et en même temps, vous lancez un appel, préparer votre succession, c'est peut-être quelque chose qui n'intervient pas, oui, voilà, comme vous dites, comme faire un check-up dans la santé, ben là, les gens le font peut-être moins. J'encourage et je le dis régulièrement à mes clients, allez chez votre notaire, ça vous coûte rien, une demi-heure de votre temps, et au moins vous avez la certitude que ce que vous voulez sera réalisé de la meilleure de manière au meilleur coût fiscal. Ce que j'ai prévu il y a 30 ans ne correspond pas toujours à ce qu'il y a de plus efficace et efficient aujourd'hui. Effectivement. Et alors par rapport à ces droits de donation immobiliers, donc je pense. Oui. Donc, les droits de donation, ils ont prévu également de les diminuer. Ils restent dans la même philosophie de faire en sorte que le transfert d'un patrimoine d'une génération à une autre doit être fait à moindre coût. Et donc, ils envisagent de diminuer non seulement les droits de succession, mais également les droits de donation au niveau immobilier. Vous l'avez entendu, le mot d'ordre, allez chez votre notaire préparer votre succession. Une formalité qui évitera bien des ennuis à ceux que vous aimez. Votre podcast est maintenant terminé. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Je vous invite à nous retrouver dès demain pour une autre revue de l'actualité économique. Avant de nous quitter, retrouvez Valérie du CCB qui précise les obligations des entités NIS 2. À bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bonjour, je suis Valérie du CCB. À partir du 18 octobre 2024, les entités NIS 2 sont tenues de signaler les incidents significatifs au CCB. L'objectif principal de cette notification obligatoire est de fournir une assistance aux organisations qui en ont besoin et de partager les informations techniques sur l'incident avec d'autres organisations critiques. Toute situation dans laquelle la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données ou des services a été compromise est considérée comme un incident. Toutefois, on parle d'un incident significatif lorsqu'un incident entraîne en outre l'indisponibilité de services essentiels, soit un impact important au niveau financier ou des dommages considérables à des tiers. Une alerte précoce doit être faite dans les 24 heures, avec ensuite la notification dans les 72 heures. Et un rapport final dans les 30 jours après la notification. Consultez la page atwork.cephoneweb.be pour plus de détails. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.